priorités qui sont l'investissement dans les stratégies Une seule santé, l'investissement dans l'offre de soins, les hôpitaux, les ressources humaines, et l'investissement dans la protection sociale, le financement santé et la protection sociale adaptative. Et donc, je suis originellement médecin de santé publique et économiste. J'ai travaillé très longtemps à la Banque mondiale comme économiste en chef et également à l'OMS. Pendant 6 ans, j'étais responsable des systèmes de santé. Et sinon, j'ai vécu assez longtemps en Côte d'Ivoire et au Rwanda. Et donc, j'ai toujours beaucoup d'attachement à cette région et au Sénégal tout en particulier. Merci. Merci beaucoup, Dr. Agnès Soukat. Nous avons également le Dr. Nana Ruth Friba Arthur. Vous m'excuserez, je vais passer en anglais parce que malheureusement, l'interprétariat n'est pas encore en place. Dr. Nana Ruth Friba Arthur, you have the floor to explain who you are, and I will do my best to translate in French. Thank you very much, Madam Moderator, and good morning to everybody. My name is Ruth Arthur. I work with the National Disaster Management Organization of Ghana. I am the head of the Disease Epidemics Department that does all the health coordination in terms of preparedness and response. And then also I'm a health coordinator, one health coordinator for our country. Thank you very much. Thank you, Dr. Ruth. Alors, Dr. Ruth est la directrice de l'unité des épidémies au niveau de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes du Ghana. You are welcome, Dr. Nana. Nous avons également Dr. Sarah Daniel Dien, qui est la directrice pays de AfroHun Sénégal. Je peux vous donner 2 minutes pour vous introduire également. Merci, Madame la modératrice. Donc, je suis Sarah Daniel Dien, coordinatrice de AfroHun. AfroHun, c'est Africa One Health University Network. Et c'est un réseau universitaire qui fait la promotion de l'approche Une seule santé. Il est présent dans 10 pays d'Afrique. Donc, à part cette casquette, j'ai une casquette d'environnementaliste également, spécialisée sur la biodiversité et les écosystèmes. Les services des écosystémiques, autant pour moi. Et j'ai eu à travailler quand même pendant une dizaine d'années dans le domaine de la restauration des écosystèmes, écosystèmes terrestres comme les écosystèmes marins. Et depuis 2020, je coordonne les activités de AfroHun pour la promotion de l'approche Une seule santé. Merci. Merci beaucoup, Dr. Dien. Nous avons également le Dr. Serge, alors vous m'excuserez pour la prononciation si je me trompe, Nsie Chung, qui est spécialiste One Health au niveau de la FAO et qui nous vient du Kenya. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Zétuan Serge, je travaille pour la FAO où j'appuie les pays dans le processus d'institutionnalisation et d'opérationnalisation de l'approche Une santé. En fait, ça fait plus de 20 ans que j'appuie les pays dans un but de renforcer la robustesse de leur système. Donc, l'Afrique, j'ai eu également le privilège pendant 3 ans d'être co-revieweur du programme européen One Health, 22 pays. J'ai travaillé pour l'OMS aux Philippines et actuellement, j'apporte également mon expertise sur le One Health pour les pays de l'Amérique latine. Merci. Merci beaucoup, Dr. Serge. Et nous avons également en ligne, je l'annonçais tout à l'heure, un représentant de l'ONG Friendship qui est basé au Bangladesh. C'est Monsieur Rafi Siddiq. Est-ce qu'on peut essayer de l'avoir à l'affichage à l'écran, s'il vous plaît? Hello, good afternoon, everyone. Are you able to hear me? Yes, I'm able to hear you. Are you able to hear me? Yes, we can hear you very well. You have the floor to introduce yourself. Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone, and thank you for giving me this opportunity.
I am Dr. Rafi, working as a Deputy Director for the Health Sector of Friendship Bangladesh. Friendship is actually an organization that is deeply committed to providing healthcare to the marginalized and climate impacted communities in Bangladesh. And our program really looks into managing One Health aspects very deeply and closely with the communities. Thank you. Great to have you and apologies again for the delay. Je voudrais juste mentionner avant de donner la parole à nos panélistes que nous avons également plusieurs participants qui sont actuellement connectés en ligne. Donc, nous leur demandons de bien vouloir écrire les éventuelles questions qu'ils auraient à poser à nos panélistes et nous prendrons après le temps d'ouvrir la boîte de dialogue pour y répondre. Je vais également vous épargner l'ensemble des propos introductifs sur lesquels nous avions travaillé et je vais aller directement, si vous le permettez, aux questions. Je commencerai par Dr. Agnès Soukat, si cela vous convient. Je le rappelle, vous êtes la responsable de la division santé et protection sociale au niveau de l'AFD. Le groupe AFD finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable. Vous intervenez notamment dans les domaines que sont le climat, la biodiversité, la paix, l'éducation, et j'en passe. Les recommandations de la déclaration Une santé durable pour tous font la part belle à la question de la finance. Hier, lors de la session que nous avons partagée sur le leadership féminin, vous avez mentionné que la mobilisation des financements en réponse à la COVID-19 avait été exceptionnelle en termes de mobilisation sur le plan du volume, mais décevante au vu de son incapacité à parvenir à celles et ceux qui en ont le plus besoin au niveau des pays. Ce commentaire pose notamment la question de l'adéquation et de la pertinence des mécanismes de financement et des instruments financiers pour mieux répondre à l'urgence du moment. Quels sont, à votre avis, les modèles de financement à promouvoir pour soutenir l'opérationnalisation des approches One Health, partons non seulement de ce que fait l'AFD à l'heure actuelle, mais partons également des différentes expériences que vous avez pu accumuler dans les années passées. Merci beaucoup pour cette question très facile. Et bien sûr, je vais me référer beaucoup au travail du groupe technique du forum Une seule santé durable par tous, qui a été publié l'année dernière lors du forum de Lyon. Un travail vraiment remarquable qui a fait l'analyse de ce qui a été l'expérience des financements en santé mondiale et des financements climat, et également comment ces systèmes de financement ont été testés pendant la pandémie, comme vous l'avez dit, et nous amène à réfléchir sur ce que pourrait être une architecture financière dans un monde qui est frappé par des crises environnementales multiples qui se conjuguent ensemble dans une menace environnementale sur les sociétés humaines. Je parle bien sûr du changement climatique, mais également de la chute historique de la biodiversité, de la question de la pollution, et il a été mentionné également des risques comme la question de la résistance antibiotique, qui est extrêmement liée à la circulation dans l'environnement des produits pharmaceutiques, et en particulier liée à l'usage vétérinaire. Donc lorsqu'on regarde ces menaces, on voit qu'elles se conjuguent également avec une grande demande sociale qui est liée au fait que dans les dernières décennies, il y a eu une croissance extraordinaire mondiale, une chute de la pauvreté historique, tirée par la chute de la pauvreté en Chine et en Inde, mais également une chute de la pauvreté en Afrique, et que cela a mis en exergue en fait des tensions sociales avec des inégalités montantes au niveau des pays. Et que donc la question sociale aujourd'hui entre en intersection avec ce risque environnemental. Et donc, on se retrouve vraiment là au croisement de la réflexion de comment mobiliser les financements mondiaux pour répondre à ces défis, à ce nexus
de crise environnementale et de crise sociale qui s'exprime dans tous les pays aujourd'hui, avec cette demande d'accès aux services. On sait aujourd'hui que plus de la moitié du monde n'a pas accès aux services de santé, qu'il y a un problème d'accès financier, qu'il y a un problème d'accès social aux services de santé, et que cet accès aux services, en fait, qui ne progresse plus depuis quelques années, qui est en plateau, en fait, nécessite de repenser la manière dont on finance ces services de santé, parce que les populations qui n'ont pas accès aux services de santé aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qui ont accès. Hein, c'est 50% d'un côté, 50% de l'autre, mais on ne peut pas simplement dire qu'en faisant la même chose que l'on a fait pour les 50% qui ont accès, on va donner l'accès aux plus pauvres qui n'ont pas accès. Il faut aujourd'hui prendre toute l'ampleur de la nécessité de réfléchir autrement pour améliorer l'accès aux plus pauvres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de financement de santé mondiale? Alors là, je veux référer justement à un rapport nouveau qui a été lancé la semaine dernière, qui est la commission du Lancet sur l'investissement en santé pour 2050, et qui donc confirme cette analyse qui avait été faite par le forum Une seule santé durable, le groupe de financement l'année dernière, qui est pendant la crise Covid, il y a eu une mobilisation massive des financements internationaux. L'OCDE, le CAD, donc le Comité d'aide au développement, a mesuré ces financements, et on voit qu'effectivement les financements ont été mobilisés et que les pays de l'OCDE, les pays les plus riches, ont mobilisé des sommes massives pour répondre à la crise en termes d'aide publique au développement. Mais de l'autre côté, lorsqu'on regarde les comptes nationaux de la santé au niveau des pays africains, qui sont par exemple les pays qui sont pour 32 d'entre eux les pays les plus pauvres de la planète, on s'aperçoit qu'en fait la dépense de l'aide en santé n'a pas fortement augmenté. Et donc, il y a une véritable question sur l'efficacité de ces financements de l'aide. En fait, ils ont été décaissés dans les agences de développement, mais les agences de développement ont eu des difficultés à financer, à transmettre ces financements au niveau des pays. Ça a été la difficulté d'amener des vaccins au niveau des pays, ça a été la difficulté qu'il y a eu, par exemple, le financement du C19RM, du Fonds mondial, 4 milliards, qui n'ont pas pu être dépensés au niveau des pays pendant la crise parce qu'il n'y avait pas de capacité d'absorption. Ça a été donc cette difficulté des pays alors, à absorber les financements et puis également à absorber les produits qui ont été mobilisés, comme par exemple les vaccins. Quand les vaccins sont arrivés dans de nombreux pays, en fait, la vague Covid était déjà passée et l'immunité était là et la vaccination était moins nécessaire. Et donc, on a vraiment un questionnement à se faire sur si cette aide publique en développement est aujourd'hui adaptée aux défis de demain. Lorsque l'on sait qu'en 2019, on était à un niveau record d'aide au développement à l'époque, à environ 30 milliards de dollars à l'époque, et que dans cette aide au développement, en fait, la majorité de cette aide était captée par des pays à moyens revenus. Elle n'allait pas aux pays nécessairement les plus pauvres, et qu'une grande partie de cette aide va dans des produits de santé. C'est-à-dire qu'elle allait très peu dans les systèmes de santé. Et en fait, par exemple, il n'y a pas d'aide publique au développement qui allait aux ressources humaines, qui en fait ont été complètement négligées et qui nous ont amenés de façon sur le plan mondial à une pénurie historique de ressources humaines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Et je crois que les recommandations sont très claires. C'est d'abord de remettre au centre de la question le financement domestique. C'est-à-dire que d'un côté, on voit que les financements extérieurs ne sont pas vraiment arrivés au niveau des pays pendant la crise. Par contre, on voit très bien comment les pays ont mobilisé leur financement domestique. Ils ont emprunté sur les marchés intérieurs, ils ont emprunté à l'extérieur et ils ont réalloué leur financement à l'intérieur de leur budget. Et en Afrique particulièrement, ils ont réalloué le budget des autres secteurs vers la santé. Donc il y a vraiment une question de l'action publique et du financement de la santé domestique. Or là, on a aussi, les données nous montrent très clairement qu'il y a un problème de l'aide publique en santé qui a un effet d'éviction, de déplacement
du financement domestique. Et en fait, plus on apporte de l'aide publique en santé, plus en fait les pays pauvres diminuent les financements domestiques de santé. Donc ça, ce qu'on appelle l'effet de fongibilité ou d'éviction ou de substitution. Et donc il faut réfléchir à comment articuler l'aide publique au développement avec les financements domestiques et comment réfléchir à construire des systèmes de santé qui vont être capables d'absorber ces financements et de contribuer à renforcer les systèmes de santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire donc, et c'est les conclusions de ce rapport de la commission du Lancet, hein, qui est présidé par deux économistes très prestigieux, Dean Jamieson et Larry Summers, et qui comprend beaucoup d'experts internationaux de toutes les régions, c'est que l'aide publique au développement doit être recentrée sur deux priorités. L'aide publique au développement en santé, deux priorités. L'appui direct aux pays les plus pauvres, c'est-à-dire que les financements ne passent plus par toutes sortes de mécanismes complexes, mais aillent directement au pays, et les investissements dans les biens publics mondiaux, dans la recherche et le développement, afin que les investissements publics en santé mondiale bénéficient l'ensemble du monde. Lorsqu'on trouve un vaccin, et ça a été la beauté de la mobilisation des fonds Covid, le vaccin a été découvert ou a été construit très très rapidement, il a été mis à la disposition du monde assez rapidement. Et donc ce type d'investissement dans la préparation au risque santé, dans l'investissement est extrêmement important. Donc ça, c'est vraiment la première leçon. Une deuxième leçon dans ce financement domestique, c'est de bien mieux utiliser donc les outils budgétaires et fiscaux et de regarder la question des subventions et des taxes. D'aujourd'hui, de mobiliser la capacité de taxation. On connaît la question de la taxe tabac, de la taxe alcool. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des taxations sur le sucre. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a encore énormément de subventions, c'est de l'argent public qui, au lieu d'aller dans des services de santé ou aller dans des approches une seule santé, eh bien, subventionne les industries fossiles. Il y a encore énormément de subventions aux produits pétroliers, subventionne des subventions agricoles sur des produits qui vont, en fait, par exemple, faire baisser le prix du sucre. Et de nombreux pays, c'est particulièrement le cas au Moyen-Orient, financent directement le sucre à la consommation. Et donc, on a aujourd'hui des dépenses fiscales qui sont énormes, qui représentent en fait des milliers de milliards, qui sont en fait sur des subventions et une absence de taxes sur des produits qui sont nocifs à la santé. Et puis le dernier message, et je crois que ce message, il est extrêmement important et il émane de cette communauté, de vous, parce qu'il y a eu une très très large consultation sur les besoins de changer le prisme de financement, c'est vraiment d'amener les financements au niveau local. Et donc cette question de l'adaptation, cette question de la multisectoralité, il faut financer la multisectoralité, il faut financer les besoins locaux, il faut que les financements quittent les capitales européennes ou nord-américaines et arrivent jusqu'au niveau des communautés, entre autres des communautés africaines qui sont affectées par le changement climatique. Et pour ça, nous savons le faire. La communauté internationale sait le faire. C'est une des autres leçons de la crise Covid. Un des grands succès de la crise Covid, ça a été les programmes de protection sociale, les programmes de filets sociaux dans lesquels on a transféré des ressources directement aux ménages et aux communautés. Et donc, on peut utiliser ces mécanismes qui existent. Ils existent au Sénégal, ils existent dans la plupart des pays, dans lesquels on peut transférer des ressources dans les communautés pour pouvoir répondre aux crises et les accompagner par des programmes d'adaptation au changement climatique, que ce soit des programmes Une seule santé, des programmes nutrition associés, des programmes de protection de l'environnement, mais toujours associés avec des transferts de ressources à ces communautés pour pouvoir envisager de façon conjointe la question sociale et la question environnementale.
Merci beaucoup, docteur. On a donc bien compris essentiellement qu'il s'agit surtout de faire de sorte que les financements puissent aller directement au niveau des communautés pour finalement en tirer le meilleur profit. Je rebondirai sur cet aspect justement pour donner la parole à Rafi Sidik qui est en ligne. Rafi Sidik, can you hear me? Yes, yes, I can hear you. OK, great. Alors, je m'excuse, je vais devoir parler en anglais parce que l'interprétariat n'est toujours pas là. Rafi, are you able to speak French? Do you understand French? No, no, I don't understand. I'm really sorry for that. Okay, I tried. Okay, I just wanted to remind that Friendship is a non-governmental organization that is based in Bangladesh. For the past Exactly. 20 years, you have been developing evaluative solutions to build the capacities of marginalized communities, but also empower individuals with the necessary means to transform their life, but also to fulfill their full potential. You've been able to connect frontline workers with communities mostly in need. You are making sure that you are able to do what you say and you don't make any compromise when it comes to quality. The engagement of the community, we can find it more and more at different levels. It seems to be holistic. Can I say holistic? It seems to be transversal. Cross-cutting. Merci beaucoup. Cross-cutting, Seems to be yeah. cross-cutting. Even when we have a look at the recommendation that the declaration, the One Sustainable Declaration for All, recently made after the Lyon Forum. However, my question now, and given what Dr. Agnès Soukat just mentioned, how can we make sure that community engagement is not only something that we say, but that is clearly something that we can impose as the only way to go when it comes to operationalizing One Health approach in our countries? Thank you for giving me this opportunity to share my perspectives on operationalizing One Health. Actually, to be very honest, indigenous knowledge, and local knowledge plays a very important role in any sustainable One Health approach, because communities in countries like Bangladesh or any developing countries have long relied on traditional practices to manage their health, livestock, natural resources. And these practices actually offer valuable lessons in terms of sustainability and resilience, particularly in the face of climate change. The things that I would really like to stress upon. The first thing is collaboration. Collaboration is really very essential, and it doesn't happen automatically. We need to create formal structures that brings these community people, the government, civil society, private sectors in regular and transparent dialogue. And this means setting up committees that include health, agriculture, and environmental ministries, and also establishing partnerships with international agencies and NGOs. And in practical terms, this involves breaking down the bureaucratic barriers that we have, and thus create a joint action plan and encouraging co-ownership of the problems and solutions. And this, we know that we have resource constraints. Resource constraints are actually a barrier in almost all developing countries. And to maximize the impact of these available resources, we must integrate and repurpose our existing infrastructures. Like, for example, hospitals can serve as centers for zoonotic disease monitoring. Educational institutions can play an important role in training professionals across health, environment, and agriculture. And securing resources for One Health requires advocacy among the donors, the government. And this can only be done once the biggest obstacle in operationalizing One Health, that is working in silo, is broken. Silo exists between different sectors, within government agencies,
and even between professionals on the ground. And to break these silos, we need structural and cultural change. So first, policies should be revised to ensure health, agriculture, and environmental programs. And on the cultural side, we need to promote a mindset of cooperation, so that the cross-sector working group shared data platforms, regular joint evaluations, all of them together foster an environment where health, agriculture, and environmental professionals understand each other's roles and work together. And the most important thing that, in my opinion, needs to change is we must change from a reactive mindset to a preventive mindset. So rather than focusing on treating diseases after they arise, we need to invest in preventive measures such as environmental conservation, early warning systems for zoonotic diseases, and education for sustainable agricultural practices. So, just to conclude that in developing countries, the principles of One Health are just not theoretical, they are a necessity. And the future of One Health, in my opinion, globally depends on our ability to act holistically. Thank you so much. Thank you so much, Rafi. It was quite clear. Je demanderai dans la salle, est-ce qu'il est nécessaire que je fasse la traduction en français pour certains d'entre vous? Oui, donc je vais peut-être m'appesantir sur les éléments essentiels en termes de recommandations. Donc, il est noté dans un premier temps le besoin de renforcer la collaboration par le biais notamment de l'établissement de structures formelles qui puissent aider à mobiliser l'ensemble des parties prenantes indépendamment de le secteur d'intervention. Il a également mentionné la question du partenariat comme un des leviers que l'on doit continuer à actionner quand il s'agit d'opérationnaliser l'approche One Health. Il a parlé également de la création d'un plan d'action commun pour continuer à donner du sens à notre action. L'optimisation des ressources, en mentionnant qu'il est vrai que nous n'avons pas beaucoup de ressources disponibles, mais nous avons tout intérêt à faire de sorte que l'utilisation soit optimisée à travers notamment nos capacités de donner un nouveau sens aux institutions et aux structures qui sont dans nos pays. Il a mentionné également la question du breaking silos, faire de sorte que l'on puisse abattre les barrières qui existent entre les différents secteurs, entre les différentes disciplines, la nécessité de réviser les politiques et enfin la question d'investir davantage dans les questions de prévention à travers, par exemple, le déploiement de systèmes de veille et d'alerte précoce à l'échelle des communautés. Thank you so much, Rafi, for your contribution. Alors, je me retournerai maintenant en français vers le docteur Serge et je partirai de ce que Rafi a mentionné à l'instant concernant la question de breaking silos. Alors, docteur Serge, vous intervenez au niveau de la FAO. Et cette organisation pour l'alimentation et l'agriculture est l'agence spécialisée des Nations Unies qui mène les efforts internationaux vers l'élimination de la faim. À ce propos, l'une de vos agences sœurs, le PNUD, nous dit que si rien n'est fait, 600 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim d'ici à 2080 à cause du changement climatique. Vous avez, dans le cadre d'une publication au niveau individuel, travaillé à proposer une définition de l'approche One Health en vue de contribuer à renforcer son institutionnalisation et son opérationnalisation. Vous suggérez dans ce papier que les secteurs doivent cesser de prendre des actions en silo, breaking silos. Mais vous soutenez également que l'un des moyens de favoriser l'engagement des parties prenantes est d'apporter la preuve des avantages sociaux et économiques qui découlent d'une efficacité et d'une efficience accrue des interventions systémiques. Est-ce que vous pouvez nous mentionner quels sont ces avantages économiques et dans quelle mesure est-ce que, en lien avec l'approche One Health, ils peuvent véritablement nous aider à arriver à une opérationnalisation au niveau de nos pays? Merci, Madame la modératrice. Je ne sais pas si j'aimerais m'exprimer en anglais parce que je me sens plus confortable. Je vous en prie, je vais essayer de traduire après. First, what we did is to propose
a definition of what is a One Health intervention to complement the operational definition of One Health. And if you allow me, I think that will help to understand what do we need to do to break those silos. So we are proposing that a One Health intervention, okay, it's an intervention, it's an activity jointly undertaken by at least two sectors, engaging multiple disciplines aimed at improving the efficacy and efficiency of different human, animal, plants, and environmental health system. So our focus here is not only about the human health system. And I want to come back on what the first panelists, it seems like those mechanisms, financing mechanisms are only focusing on human health, right? But at the end of the day, is how those new mechanisms on equity manner will benefit all the systems. And for that, you have 4 characteristics related to a One Health interventions. The intervention should be multi-sectoral and multidisciplinary initiative where there's mutual interest, benefits, and resolve to address health challenges. There should be joint activity participation and collaboration evidenced by equal partnership through joint planning, resource mobilization, joint programming, roll-out, monitoring, and evaluation. The third characteristic, share resources, including technical, personal, and financial. And lastly, joint measurable deliverable that will allow to evaluate the social, economic contribution and benefits. Based on that, we have supported, including Senegal, to conduct a One Health cost benefits analysis intervention to explore whether or not that specific intervention generated any benefits. And the main goal was to use the outputs to develop advocacy material for domestic resource mobilization. So as I've mentioned, we conducted such studies with the One Health platform in Senegal, in Tanzania, in Kenya, and in another country. In Kenya, it was cost effectiveness analysis. And in one country, all those studies have shown that there is a benefit, economical benefit. In one of the country, for instance, 1 franc CFA generated around 3,000 francs CFA. But what we did, we pushed the analysis to really understand what that 3,000 franc CFA means. And we look at a poultry value chain. And we compare in that country, the first outbreak was in 2006, and the second outbreak was in 2016. And in 2006, they took more than 6 weeks to deploy response. But in 2016, they took less than 72 hours. We combined an after-action review, and our economical analysis was, what if in 2016, they took 6 weeks to response? And we look at DO chicks and production of herbal eggs, and the curve showed that because they have deployed One Health response in 2016, the curve, the production of DO chicks and the eggs herbal didn't drop. So this is concrete example that
if you manage to break those silos, you know, you can generate not only financial benefits, but also social benefits. Because in the case of that country, the poultry sectors represent more than 100,000 jobs and indirect jobs. So by preserving those jobs through implementing a One Health approach, you know, you can clearly advocate, and those results were used by the One Health platform for high level advocacy, and the government of that country decided a new allocation of more than $2 million. So, and I will stop there. Breaking silo means you need to provide more tangible evidences of benefits of implementing One Health. Thank you. Thank you, Dr. Serge. Donc, en français, Dr. Serge est revenu sur une des publications sur laquelle il a travaillé récemment, dans laquelle son équipe et lui se sont attachés à définir l'approche One Health pour finalement faciliter son opérationnalisation. Ce qu'il a noté et ce qu'il souhaiterait mentionner ici, c'est que dans ce cadre, ce qui était intéressant à souligner, c'est que les questions de la multisectorialité, les questions de l'intérêt mutuel, les questions de la collaboration conjointe, la mobilisation des ressources, le partage des ressources sont ressortis comme des éléments caractéristiques quand il s'agit de définir l'approche One Health dans le cadre du travail qu'il a réalisé. Deuxièmement, il a mentionné qu'il a aussi, dans le cadre de ce travail, conduit une recherche pour identifier les avantages économiques qui permettraient de soutenir le plaidoyer au niveau des décideurs en faveur en faveur d'une rupture ou pour permettre d'arriver à briser les secteurs, briser les barrières entre les différents secteurs et faire de sorte que, à travers une collaboration conjointe qui met au centre la question de la multisectorialité, on peut effectivement arriver à générer des avantages sur le plan économique et sur le plan social. Et vous avez terminé en mentionnant que grâce au plaidoyer qui a été permis sur base des données que vous avez collectées, vous avez été en mesure de mobiliser des financements additionnels à hauteur de 2 millions de dollars. C'est bien ça? Si vous me le permettez pas, c'est pas moi, Serge. Okay? Ah, mais vous parlez. C'est une équipe. Vous parlez très bien français. Et puis pour la mobilisation additionnelle des ressources, c'est la plateforme. Okay? Donc la FAO accompagne les plateformes Une Santé à mobiliser les ressources nationales. Merci. En fait, vous vouliez me faire pratiquer mon anglais, Dr. Serge, mais vous parlez très bien français. Merci beaucoup. Alors, je me retourne maintenant vers notre panéliste, le docteur Sarah. Dr. Sarah Dieng. Alors, vous êtes au niveau de AfroRun. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous en assurez la direction au niveau du Sénégal notamment. Vous êtes géographe environnementaliste et vous avez largement travaillé sur les questions de services écosystémiques, par exemple. Le réseau AfroRun, au niveau duquel vous travaillez, s'efforce de transformer l'environnement et les approches de formation dans les universités dans le but de développer une main-d'œuvre sans barrière disciplinaire. Permettre aux étudiants de comprendre et d'apprécier l'apport de disciplines extérieures dans la prévision, la détection et la réponse aux types de problèmes de santé complexes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Il s'agit donc de la main-d'œuvre de demain dont nous avons besoin pour faire face à l'augmentation des épidémies, des pandémies et des défis sanitaires complexes. Docteur Dieng, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, de façon concrète, vous procédez pour faire sorte que cette nouvelle main-d'œuvre, ou plutôt ce capital humain, soit outillé pour soutenir l'approche One Health au niveau de nos pays? Merci beaucoup donc, pour cette question. Et je pense que pour démarrer la réponse à cette question,
Je vais peut-être commencer par le plan d'action conjoint sur le One Health à l'horizon 2026, qui a identifié le renforcement de capacités comme étant un élément clé dans l'opérationnalisation du One Health. Et pour Afrohoun, ce renforcement de capacité doit se faire aussi bien auprès des professionnels, donc ceux qui sont en ce moment en exercice, mais également auprès de ceux qui vont être la main-d'œuvre de demain. Qui dit mise en œuvre, opérationnalisation du One Health, dit compétences. Donc, différentes compétences ont pu être identifiées, priorisées par le réseau Afrohoun, mais également par d'autres réseaux tels que le réseau One Health, l'université One Health de l'Asie du Sud-Est. Et c'est sur la base de ces compétences clés que toute personne voulant mettre en œuvre l'approche One Health que nous avons développé des initiatives visant à renforcer les capacités. Ces initiatives vont prendre plusieurs formats. Le premier format que je voudrais citer à ce niveau, c'est le développement d'offres de formation, donc qui va faire suite à une analyse des besoins, donc sur des compétences clés. Et à la suite de ce développement d'offres de formation, nous avons ce qu'on appelle l'intégration de ces offres de formation au niveau des structures de formation. Et la meilleure structure pour la formation des ressources humaines, je pense que c'est l'université. Et à ce niveau, nous faisons beaucoup d'activités. C'est normal parce que nous sommes un réseau universitaire. Donc, nous avons cette intégration, ces efforts d'intégration des compétences One Health dans la formation initiale, mais également dans la formation continue. Et en plus de cette intégration, nous avons le renforcement de capacité de tout ce qui est enseignant, parce que ce sont les enseignants des universités qui doivent être chargés d'intégrer ces compétences au niveau de leur cours, de leur programme de formation. L'autre aspect, c'est la mise en œuvre de ce qu'on appelle Students One Health Innovation Club. C'est des clubs One Health qui regroupent des étudiants de plusieurs niveaux, de plusieurs disciplines. Et si je prends l'exemple du Sénégal, nous avons pu, au fil des années, en collaboration vraiment avec des partenaires tels que la FAO qui est là, nous avons pu mettre en place des clubs One Health dans toutes les universités publiques du Sénégal. Et on ne s'est pas arrêté à là parce qu'on parle de One Health, on parle de collaboration. Donc, il y a cette collaboration multisectorielle qu'on est en train d'initier au sein des universités, mais également entre les universités, donc en mettant sur pied ce qu'on appelle un réseau ou bien un SOHIC national. Donc, un club One Health dans lequel nous avons les présidents des différents clubs qui sont tout le temps en interaction. Donc, ça, c'est un deuxième aspect. Le troisième, nous sommes toujours dans la main-d'œuvre, c'est l'accompagnement à travers, donc il y a la formation, mais également à travers la recherche. Donc, la recherche multidisciplinaire aussi est un élément clé qui permet d'avoir des compétences One Health, donc telles que le leadership, telles que les compétences en communication, etc. Donc, ça, c'est la recherche. Et on ne s'arrête pas aux étudiants. Nous allons même au niveau communautaire. Et pour le niveau communautaire, les meilleurs ambassadeurs, ce sont vraiment ces étudiants. Donc, qui, à travers des différentes activités de sensibilisation communautaire sur des problématiques majeures telles que les zoonoses prioritaires, telles que la résistance aux antimicrobiens, vont aller au contact avec les communautés pour interagir, mais aussi pour livrer des connaissances. Donc, ça, c'est en gros ce que nous faisons. Et ce renforcement de capacité, il est mis en place en collaboration déjà avec les universités, mais également avec la plateforme nationale One Health, parce que nous intervenons dans les groupes thématiques recherche, mais également les groupes thématiques développement des
des ressources humaines. Donc voilà en gros ce que AfroRun fait. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Dien. Avant de passer la parole à Nana, je rappelle que nous avons des participants en ligne. Je les invite à bien vouloir écrire leurs questions dans la boîte de dialogue et nous prendrons le temps avant la fin de la session de les afficher pour permettre à nos différents panélistes, mais également au niveau de la salle, de répondre à ces interpellations. Je précise également que, Dieu merci, l'équipe d'interprètes est arrivée. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise en français ou en anglais, vous avez la possibilité de mettre les casques pour pouvoir suivre l'interprétariat qui sera fait beaucoup mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Nana, je vais m'adresser à vous maintenant. Est-ce que vous m'entendez bien en anglais? Parfait. Vous êtes donc la directrice de l'unité des épidémies au niveau de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes du Ghana. Je saisis l'occasion pour rappeler que le Forum international de Lyon, qui a été organisé au mois de juillet 2023, a véritablement été la plateforme d'examen et de consolidation des recommandations autour de 4 piliers pour en assurer l'opérationnalisation. Dans un premier temps, l'information et l'éducation du public. Dans un second temps, la finance des approches One Sustainable Health, la question des données et des preuves scientifiques, mais également la question de la stratégie et de la gouvernance. Vous, au niveau de votre organisation, est-ce que vous pouvez nous donner de façon spécifique dans quel de ces piliers est-ce que vous arrivez à faire la différence pour contribuer à opérationnaliser l'approche One Health au niveau de nos pays? Very much, Madam Moderator, and thanks very much for the opportunity to express or contribute to this important discussion. So I will take governance as one very critical pillars for implementing One Health on a sustainable level. So with a background from where I'm coming from, and then I need to make a bit of a correction. I'm not a doctor. I'm Miss. I don't work with Ghana Health. I'm not a doctor. I'm not a human health doctor. Neither am I a vet. I am with the National Disaster Management Organization, and that is solely responsible for coordinating emergencies in my country. So in terms of governance, One Health for me is a kind of paradigm shift from the normal way of doing things to a new way of doing things. So if you leave the medics and the vets and the environmentalists to do their own stuff, they want to do it their own way, all right? But One Health is promoting a collaborative way of doing things. It is also promoting multi-sectoral approach to achieving global health outcomes for everybody. So from where I see it, governance plays a very critical role. Now we talk a lot about advocacy. So we do a lot of advocacy to raise awareness and to appeal to professionals to work collaboratively. However, if you advocate and you don't enforce, you don't arrive at anything. So from where I come from, policy shapes a lot of things, all right? So I think that One Health can be implemented in a sustainable way if we have the right enabling environment for it to thrive. So under normal circumstances, you have a health policy that guides public health, interventions. You have the policy that regulates the work of the veterinary service or the vets. And you also have a policy that regulates the work of the environmental people. But then, One Health wants them to work together. So the question is, which policy are we working with? How do we get this professionals to work together? And that is where I come from. That you need
to have that singular policy to make sure that all these professionals align, all right? You don't only advocate for them to work together, but you must enforce that they work together. Otherwise, I mean, people would like to go their own way of doing things. Now, One Health is about resources, all right, sharing resources. It's about capacity strengthening. So you need to develop professionals to be able to implement all these interventions. Now, in the world where we are faced with, and I like a point that was made by the Dr. What's his name from CDC, that you need leadership. Yeah, you need leadership. You need adequate financing to get some of the systems strengthened. Now we are, I mean, in the face of inadequate financing to build capacity, you need to have a policy that will make sure that we are developing capacity across all sectors. You are building capacity for all sectors, and then you're making sure that all the sectors are provided the necessary resources to be able to contribute their lot to one in terms of One Health implementation. So for me, I think that One Health should be guided by a policy, okay, of governments to make sure that every sector aligns. So you don't only appeal to them. You really want to make sure that they align and they conform and they work collaboratively together. So that's my submission. Thank you very much. Merci beaucoup pour cette contribution qui a permis à nouveau de mettre l'accent sur la création d'un environnement favorable sur le plan politique, à travers notamment le développement de meilleures politiques. Mais il ne s'agit pas tout simplement de les développer, mais surtout également de pouvoir faire de sorte qu'elles soient effectivement utilisées et qu'elles puissent guider l'action. Autrement, on peut être exposé effectivement à un certain nombre de sanctions qui peuvent varier d'un niveau à un autre. Je pense qu'il peut maintenant, professeur Sonko, qu'est-ce que vous en pensez? On peut prendre le temps également de quelques questions qui peuvent être adressées aux panélistes, quelques questions qui peuvent également être adressées aux différents participants qui sont dans la salle. On peut peut-être en prendre 3 dans un premier temps et après revenir vers les panélistes. N'hésitez pas pour toute question ou commentaire. Vous avez effectivement le choix. Alors, quelqu'un va... Oui, vous pouvez lever là. Il y a un monsieur là. Il y a un deuxième là. Une troisième personne. Ah non, il n'y a que des hommes. Il n'y a pas de femmes. Ok, on va choisir. Bon, ben, d'accord. On prendra un homme alors. OK. Allez-y, je vous en prie. Ah. Ok, je ne sais pas si je vais m'exprimer en français ou en anglais. On a l'interprétariat, donc sentez-vous à l'aise. Est-ce que vous pouvez aussi vous présenter et nous donner votre organisation? C'est Dr. Ahmadou Tidjania. Je suis le country team lead for ECTAD Sénégal. ECTAD is Emergency Center Transboundary Animal Disease au Sénégal. Also in Africa, I'm intervening most of the time all the topic related to antimicrobial resistance at FAO in the continental level. So, but it's okay on my behalf. Hello? Okay, c'est bon. It's an opportunity also to thank our global manager, Dr. Bawa Sumare. He come from Rome for this forum. He coordinating 50 countries of ECTAD. ECTAD is among 50 countries. And the area of work is laboratory strengthening, surveillance system, zoonotic disease, but also workforce development. And that topic, we have One Health in that topic. Antimicrobial resistance also we're supporting at country, and biosafety, biosecurity. So my question, I don't know which member of the panel who
of the member of the panel will answer to it. So we're experiencing One Health at country level and different country also, but also you have the antimicrobial resistant technical working group. And usually most of the time, what is the best institutionalization of the One Health? Because we have always this challenge between the Minister of Health and the other ministries, where you think should sit the One Health platform. I know from country to country is differ, but also for the fairness of the process, whereas other sectors should come equally to join force to work together. So I'm asking you guys, when is the best place for the institutionalization of One Health? Over. Merci beaucoup, Dr. Niang. C'est clair pour vous? C'est clair pour la question? Oui? OK. On va passer, oui, au deuxième. S'il vous plaît, si vous pouvez être concis. Oui, parce qu'on a perdu beaucoup de temps, désolé. Allô? Alors, merci bien pour la parole. Moi, c'est Onivo Guidobo. Je suis de la Guinée-Conakry. Et j'ai une question pour Dr. Serge, je crois. Voilà, dans votre intervention, vous avez parlé de votre expérience d'appui aux plateformes pour la mobilisation des fonds au niveau local. Alors, moi, dans mon pays, nous avons appuyé des plateformes au niveau vraiment communautaire, mais dans les constats qui sont remontés, c'est un peu la difficulté d'opérationnalisation de l'approche des plateformes au niveau notamment national et régional. Et je rappelle que en Guinée, il y a des plateformes au niveau national, régional, préfectoral, jusqu'au niveau communautaire. Alors, je voudrais avoir un peu votre expérience de comment vous avez travaillé à ce que vous parvenez à mobiliser, à pousser les plateformes à ce qu'ils aient des financements au niveau interne. Merci. Merci beaucoup. Le 3, non, il y avait quelqu'un d'autre avant vous. Il y avait le monsieur en rose, là. Et puis après, il y avait Dr. Kaffin juste devant. Et si vous le permettez, on va s'arrêter à Dr. Kaffin avant de revenir. Yeah, thank you so much. I'm Dr. Hope Uweja, the Chief Engagement Officer with the African Economic Forum. My question is actually can go to any member of the panel. We are talking of ensuring that the different sectors and disciplines come together for One Health. My question is, have we thought of the economic interest? Man is usually led by financial and economic interest. So how do you see the role of using investments and economic interests to make sure that this works? Why I ask that is, in Nigeria, for example, when we came about with the Basic Healthcare Provision Fund, which is an earmarked task to ensure that primary healthcare is adequately financed, the government came, how do we make the Ministry of Works and Housing and Urban Development, Ministry of Health, Ministry of Information and all, so the funds were pooled. If you want to benefit from it, all of you have to come together to utilize that fund. And surprisingly, it brought all of them together, and there was optimum utilization of what was supposed to be a lean purse to ensure that there's value for primary health care. So the question I'm asking this panel, could go to any of them, how do you see this approach in terms of the One Health solution or the One Health agenda? Thanks. Merci, Dr. Kaffin. Et après, on va revenir aux panélistes, le monsieur devant. Bonjour à tous, merci beaucoup. Jean-Hugues Caffin, donc je suis chercheur au CIRAD et je coordonne un projet financé par l'AFD sur la prévention des zoonoses au Sénégal. Je vais rebondir sur la question de Dr Niang sur des questions d'institutionnalisation. On a aussi beaucoup de plateformes qui se sont multipliées, mais qui sont extrêmement poussées par les donneurs, hein. Ça a été un projet de la Banque mondiale qui a poussé la réalisation. Et du coup, elles sont très centrées sur les problématiques du Nord, hein.
Et du coup, on a un problème d'institutionnalisation, mais on a un problème d'appropriation aussi. Et donc, ma question, c'était de savoir un petit peu, notamment au docteur Sarah et au docteur Soukat, comment on peut faire des nouveaux mécanismes de financement, mais il risque aussi d'entretenir une multiplicité de plateformes et de mécanismes au niveau global, au niveau local, et d'avoir des acteurs qu'on va mettre en concurrence plutôt qu'on va vraiment les faire travailler ensemble. Donc c'est comment on pousse des instruments de financement où on s'appuie sur de la recherche produit localement qui répondent à vraiment des enjeux. Ici, on a une plateforme One Health qui est centrée que sur les besoins mondiaux au départ. Donc, en fait, elle s'occupe que du règlement sanitaire international. Elle ne s'occupe pas des problèmes environnementaux vraiment liés au changement climatique. Donc, on n'est pas dans un ancrage sur les besoins des gens. Donc, comment on arrive à faire un petit peu plus facilement ce lien avec des mécanismes de financement qui s'appuient sur des savoirs produits au niveau national et régional et communautaire sur les besoins des gens. Comment on peut faire le lien un peu entre vous, en fait. Merci. Merci. Donc, hmm? Je vais commencer. D'accord, OK. On va donner le micro à nouveau. Ah, il y en a un déjà. Merci pour la question spécifique et pour les autres questions. Je vais revenir 20 ans en arrière. SARS, grippe aviaire endémique. Toutes ces maladies zoonotiques ont été les portes d'entrée pour la promotion de l'approche à une santé. Ce qui a amené à partenaires bilatéraux, multilatéraux à mettre de l'argent et par erreur à faire croire que l'approche une santé égale maladie zoonotique. Okay? Mais à l'époque, c'était l'opportunité pour mettre les partenaires, les parties nationales ensemble pour comprendre la nécessité de l'approche une santé. Personnellement, je voyais déjà le disconnect. Je voyais venir la résistance antimicrobienne dans les années 2010 et aucun lien entre la résurgence de certaines maladies infectieuses dues à la résistance antimicrobienne. Des fonds viennent dans certains pays où les plateformes nationales avaient été déjà institutionnalisées, des groupes techniques antimicrobiennes se mettent en place. Je serais politiquement, disons, incorrect, mais les donneurs ont poussé à cela. Bien. Ayant dit cela, personnellement, je continue à appuyer les pays dans l'institutionnalisation et l'opérationnalisation, Hamadou. Il n'y a pas de mécanisme de gouvernance, je dirais, idéal. Chaque pays doit institutionnaliser cette approche en fonction de ses propres réalités. Okay. Il y a des plateformes qui sont ancrées au niveau de la présidence, des services du Premier ministre. Dans certains pays, c'est uniquement sur la base d'un MOU. Donc, il n'y a pas, de mon point de vue, dire que voici le seul modèle qu'il faudrait appliquer. Maintenant, c'est au pays de se dire, oui, pourquoi créer un groupe technique ou une plateforme sur la résistance antimicrobienne? Peut-être parce qu'un partenaire pousse, alors qu'il existe une plateforme existante. Okay? Donc, c'est également aux partenaires de comprendre que si l'intérêt est vraiment renforcer les capacités du pays, bâtir sur l'existant. Oui, c'est aussi vrai qu'au début, c'était une dynamique mondiale. Et encore une fois, je serai politiquement incorrect. Des fois, je dis One Health, c'est sexy. OK? On pousse pour les plateformes.
on se met à 2 ou 3, on fait signer un document parce qu'un partenaire est derrière, le document existe, mais rien ne marche. Mon observation est qu'on ne se rend même pas encore compte que One Health, elle nous demande de changer profondément notre manière d'identifier les problèmes et les solutions. Par conséquent, même les outils de gouvernance doivent évoluer. Et parce que ça met également en jeu, ça met en évidence des jeux de pouvoir. Okay? Les uns et les autres ne veulent pas perdre leur pouvoir. Okay? Ce qui amène que deux fois, au lieu qu'il y ait synergie, il y a des forces centrifuges et centripètes. Okay? En ce qui concerne le financement, j'aime bien l'exemple du Nigeria. L'un des outils de l'une des valeurs ajoutées de la plateforme Une Santé, qu'on soit très clair, elle ne vient pas remplacer les ministères existants. Elle vient jouer une sorte de nexus, okay, pour permettre à renforcer l'efficacité et l'efficience des services de chaque système. On se rend bien compte que quand le common basket est mis ensemble, ça permet autant que possible cette efficacité. Donc, pour finir, en Guinée, personnellement, j'ai été impliqué. On avait discuté avec le programme Redissé, okay, pour les premiers financements. Maintenant, il faut démontrer, il faut démontrer qu'il y a eu une valeur en institutionnalisant ces plateformes. Personnellement, dans le processus de la décentralisation, j'ai facilité des formations en One Health Leadership, pour amener cette décentralisation. C'est un processus. Ce n'est pas en 2 ans, 3 ans que la plateforme sera fonctionnelle, mais il faut mettre l'accent sur des activités qui vont permettre cette dynamique ensemble. Merci. Merci beaucoup. Alors, on avait la question justement de l'institutionnalisation. Vous avez apporté un élément de réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur cette question ou il y a d'autres questions? Oui, Dr. Soukat. Oui, je voulais d'abord tout à fait abonder dans le sens de mon prédécesseur en disant que effectivement, ça dépend bien évidemment du modèle institutionnel du pays et de ce parcours, de cette construction institutionnelle qui est très différente d'un pays à l'autre de par son histoire et la construction de l'État moderne qui s'est fait au cours essentiellement du XXe siècle. Mais je dirais que moi, je me jetterais à l'eau en disant, en étant beaucoup plus spécifique en fait sur cette question et en nourrissant un petit peu ma recommandation potentielle de mon expérience des 30 dernières années de travail dans cette région. Je dirais qu'en fait, dans la plupart des pays, il y a une véritable opportunité à saisir qui est de renforcer les instituts nationaux de santé publique. Ce sont des instituts qui existent, qui ont été créés depuis très longtemps, qui ont donc une vieille histoire dans la plupart des pays, et qui en fait ont bénéficié de très peu de financement historiquement, alors qu'ils ont le mandat et la fonction. Et que de repartir de ces instituts nationaux de santé publique, dont le rôle est justement d'être cette plateforme de cohésion de la santé publique, et de les redéfinir comme des instituts Une Seule Santé, des instituts One Health, je pense que ça peut être un point de départ pour beaucoup de pays. Ces instituts qui font la surveillance épidémiologique, qui font l'analyse des données, qui font les recommandations techniques de santé publique, je pense qu'ils peuvent être renforcés, qu'on peut intégrer les questions de santé animale, les questions de santé environnementale. Mais je crois que c'est vraiment très, très important de commencer par avoir un lieu commun de conversation sur les analyses en croisant
l'information qu'on a sur la santé humaine, sur la santé animale et sur le rôle de l'environnement sur la santé à la fois des humains et des animaux. Donc je me jette à l'eau et je dirais qu'une première chose, c'est vraiment de créer un institut, une seule santé, généralement sur la base d'un Institut national de santé publique, mais ça peut être aussi sur la base d'un CDC, d'un National CDC, mais de faire grandir ce National CDC pour intégrer toute la question de la santé animale et des questions environnementales. Et je dirais que c'est vraiment une urgence parce qu'en fait, et c'est pour répondre à cette question sur les financements internationaux, aujourd'hui, nous avons des financements internationaux qui cherchent des institutions récipiendaires. Et quand je disais qu'une recommandation essentielle, c'est le financement local, la partie la plus difficile de cela, c'est de trouver les institutions qui peuvent recevoir les financements et qui ont une robustesse fiduciaire et de contrôle financier. Parce que les institutions financières cherchent des institutions à qui donner de l'argent. Et donc, ce serait vraiment très important d'avoir ces instituts une seule santé. La deuxième recommandation dans laquelle je me jetterai à l'eau et qui est liée à ce que j'ai dit précédemment, c'est vraiment ces institutions locales. C'est-à-dire, si l'on veut pouvoir créer des plateformes locales, alors il faut des institutions locales. Et il faut donc que ces instituts nationaux de santé publique, les instituts une seule santé, aient des relais locaux. Et que donc il y ait cette intégration. Et on revient vraiment à la construction de la santé publique. Elle s'est faite historiquement différemment d'un pays à l'autre. Mais le fait est qu'en Afrique, elle s'est faite essentiellement sur les grandes endémies, sur les services des grandes endémies, des épidémies, et qu'aujourd'hui, historiquement, et j'étais très frappée par ce que disait le docteur Kasseya ce matin, parce que aujourd'hui, l'Afrique est devenue le continent de la santé publique. Et en fait, a tous les atouts de devenir le continent d'une seule santé, parce qu'il a cet historique des grandes endémies, des instituts nationaux de santé publique, de gérer 7, 8 épidémies Ebola en RDC, de gérer l'épidémie Ebola d'Afrique de l'Ouest en 2014, aujourd'hui Marbourg. Cette capacité que l'Afrique a développée, et c'est pour ça que je pense que quand on parle des financements post-pandémiques, entre autres le fonds pandémie, les financements, le problème n'est pas les financements sont là. Le problème, c'est où atterrissent-ils? Et là, on a encore un grand problème, parce qu'aujourd'hui, la réalité est que dans de nombreux pays, les données, une seule santé, donc les données de santé, sont dans les ordinateurs des consultants internationaux. Mais ça, c'est un problème. Donc, la première étape, c'est de construire l'institution nationale qui est capable de mettre toutes ces données ensemble au niveau national et au niveau local. Parce que tant qu'on aura cette approche dans laquelle, en fait, c'est des programmes internationaux qui financent des problématiques spécifiques qui sont ceux qui, en fait, produisent, possèdent et contrôlent les données, tant qu'on aura ça, on ne peut pas avoir d'intégration nationale. La première intégration nationale, c'est de pouvoir agréger l'information dans un institut qui est capable de faire des analyses, de relier des sources de données ensemble pour alimenter le politique, alimenter les programmes de l'information qui revient du niveau local. Merci beaucoup, Dr. Soukat. Et à travers votre réponse, vous avez vraiment touché à la quasi-totalité des piliers que l'on retrouve dans le cadre de la déclaration. Vous avez parlé de la finance pour soutenir justement les approches. Vous avez parlé de la question des données et des évidences, mais également et surtout la question de la gouvernance au niveau de nos pays qui doivent effectivement être prises en compte si l'on veut arriver à opérationnaliser ces approches One Health. Alors, je vais vous présenter toutes mes excuses, mais on semble avoir une contrainte logistique. L'équipe des interprètes ne peut plus être avec nous, donc on va devoir vraiment essayer d'aller assez rapidement en sachant qu'il y a le déjeuner qui vous attend également. Il y avait une autre question qui portait sur... OK, non, je pense qu'on a tout touché, on a répondu à tout. Ce que je mentionnerai, c'est qu'on a également dans la boîte de discussion
Ah, je vois qu'il y en a 3 maintenant. Tout à l'heure, il y en avait 2. On n'aura peut-être pas le temps, Juan, de les adresser, mais je voudrais quand même les relever pour qu'on puisse essayer d'y réfléchir également. La première question, c'est de savoir quelle est la différence entre One Health et santé globale. La deuxième question, et c'est un commentaire peut-être, merci pour ces excellentes présentations avec... je ne vois pas très bien, c'est pas très clair. C'est pas très clair de mon côté. Bon. Et la dernière question ou le commentaire, l'institutionnalisation du One Health est opérationnelle au niveau national, mais au niveau local, on ignore l'approche One Health. Donc, ça soulève également ici la question du 4e pilier, qui est l'éducation, l'information au public, qui est peut-être insuffisante et qu'il faut développer. Avant de vous donner la parole, chers co-modérateurs, je voudrais juste demander si les panélistes ont un dernier mot qu'il vaudrait formuler en matière d'opérationnalisation de l'approche One Health, en sachant que ce que nous avons véritablement essayé de faire à travers ce panel, et je vous en remercie parce que vous l'avez brillamment fait, c'est surtout de s'intéresser à comment est-ce qu'on y arrive. On a fait l'état de la situation, on a les informations qu'il faut, mais maintenant, comment y arriver? Quels sont les acteurs qu'il faut intégrer et quel est en spécifique le rôle qu'il faut attribuer à chacun d'entre eux pour effectivement opérationnaliser l'approche One Health. Donc, est-ce que vous avez, chacun d'entre vous, un dernier mot que vous souhaitez partager avec nous avant que l'on passe à mon co-modérateur pour la clôture et la synthèse? Merci beaucoup. Ladies first, d'accord. Ah, est-ce que c'est ladies first pour les bonnes raisons? Allez-y, Okay, allez-y, so Nana. a Yes. quick one. So how do we get there? I mean, we need to be intentional about it. I mean, I said you can do a lot of advocacy, but you need to do some kind of guidance on how it should be done. So as a country, you should be intentional, you know, and coming up with a policy to be able to guide this intention, because otherwise leave the various sectors will never come together. Now, I think also that as a way of getting there, we need to promote develop an action plan, making sure that all the various sectors contribute to this action plan so that we have one framework that everybody is working from, you know, and we can monitor and track progress. And then last but not the least, countries must set the agenda. One Health is a process, it's not an event. So we should take our time, and one size doesn't fit all. Based on our circumstances, we can go on a piecemeal basis, but we should be intentional about it. And I'm sure that we'll be able to make it. So that's my submission. Thank you very much. Thank you. Thank you, Nana. Who's working? Maybe I'll respond to the question that was raised, and I'll speak in English since we don't have translators anymore. It's the difference between global health and One Health. It's a very fundamental question because clearly One Health is an approach to global health. So it's not one or the other. But certainly it's a very different approach to global health from the one that we've been living through over the past 20 years. If I try to maybe be a bit of a, you know, sort of differentiate the two approaches, we can say that over the 20 years, global health has really focused on access to products, access to vaccines, access to medicine. Here, with One Health, we go back to the fundamentals of public health. It's really about the interaction of humans with their environment and profoundly addressing the underlying drivers of human health, right? Which is the interaction with nature, the question of nutrition, the question of really what are the environmental determinants of health. It's a completely different approach. We have also to really acknowledge that. And this is also where I think there is a huge opportunity for Africa to redefine global health from that perspective and be really the leaders on that. Donc voilà, moi je vais peut-être me focaliser sur les aspects compétences, parce que
pour une bonne opérationnalisation de l'approche Une seule santé, il nous faut des compétences qui sont techniques, essentielles, mais également des compétences dites douces, telles que le leadership, parce que si nous voulons faire travailler plusieurs secteurs sur une question bien donnée, il faut que les acteurs en place puissent avoir ce sens du leadership, mais également qu'ils puissent avoir cette pensée systémique qui permet de voir les problèmes, non pas sous un angle sectoriel, mais en prenant en compte toutes les différentes dimensions. Et ça me permet de répondre à la question concernant les aspects environnementaux. C'est vrai que nos plateformes s'alignent sur le RSI, mais l'approche Une seule santé, dans sa mise en œuvre, nous invite en tout cas à prendre en compte tous les secteurs et de voir pour un problème donné, quelles sont les différentes interrelations et comment trouver une solution à cela. Et je pense que c'est vraiment un appel à renforcer les capacités. Donc, au niveau stratégique, je pense que les gens sont plutôt bien lotis. Maintenant, c'est au niveau communautaire. On a des plateformes au niveau local qui sont en train d'être mises en place. Maintenant, quel est le meilleur moyen, quels sont les meilleurs mécanismes pour renforcer les capacités de ces plateformes, pour leur permettre de travailler ensemble, mais également leur permettre d'accéder à des ressources additionnelles. Et ça, la question aussi de la gouvernance, du cadre légal aussi va entrer en jeu. Merci. Docteur Serge. Merci. 3, 4 points maximum. Le premier, ça revient sur la différence entre la santé globale et le One Health. Oui. Donc, pour la personne en ligne, en 2014, pendant l'un de mes cours, j'ai une session sur quelle est la différence entre santé publique, Global Health et One Health. Donc, si la personne est intéressée, je pourrais partager ces slides avec lui. Deuxième point, on ne peut mesurer l'impact d'une approche que si on a une définition opérationnelle. Okay? Donc, on parle de l'approche Une santé. Ma recommandation, c'est de non seulement bien lire et bien comprendre, même sur le plan épistémologique, la définition opérationnelle, et de mettre en œuvre, d'utiliser l'utilisation de ce que c'est qu'est-ce qu'une intervention Une santé. Troisième point, on doit commencer à générer, démontrer, produire de plus en plus d'évidence sur la valeur ajoutée de cette approche. Par exemple, comment contribuent vos interventions Une santé au renforcement des capacités du RSI? Comment ça contribue au renforcement des performances des services vétérinaires? Comment les interventions dites Une santé contribuent à la mise en œuvre du cadre de Sendai? Okay. Comment ça contribue à la mise en œuvre de la Convention sur la biodiversité? Donc, il est grand temps, pour ne pas redire ce qui a été déjà dit, c'est un long processus institutionnel, organisationnel, politique et technique. En parallèle, il faut générer les évidences pour démontrer leur contribution aux cadres globaux, régionaux et nationaux existants. Merci. Merci beaucoup, Dr. Serge. On peut prendre quelques secondes pour les applaudir quand même et apprécier la contribution de l'ensemble des panélistes. Thank you, Rafi, if you're still online with us. Thank you for your patience and for your participation. Une information logistique avant de vous donner la parole, professeur Sonko, c'est concernant le déjeuner. Normalement, vous avez reçu un petit ticket
pour y avoir accès. Si vous n'avez pas reçu de ticket, il faudra juste me le signaler et puis je pourrai en chercher pour vous, y compris pour les panélistes. On aura des tickets pour vous, bien entendu. Mentionnez que le déjeuner aura lieu au Jardin de l'Océan, pas en face, au Jardin de l'Océan. Sur ce, professeur Sonko, je vous remets la parole. Merci beaucoup, Madame la co-modératrice. Malheureusement, le temps file parce qu'il y a une autre session qui doit se passer. Je pense qu'on va juste essayer autant que possible de donner 2 ou 3 éléments par rapport aux interventions qui ont eu lieu. Si on prend maintenant l'intervention je pense que de Agnès, ce qu'on doit retenir, un des points essentiels, c'est vraiment le financement. Comment faire que le financement, le questionnement, le financement puisse arriver aux communautés qui en ont le plus besoin. Parce qu'il y a de l'argent, le financement se fait, mais comment faire en sorte que ceux qui doivent en bénéficient le plus, plutôt que ce soit un financement qui peut-être n'arrive pas et ne donne pas les résultats donc escomptés. Revenant aux éléments développés par Rafi, je crois qu'il y a des questionnement aussi essentiel qu'il va falloir prendre en compte, c'est vraiment la question de vraiment des connaissances, des savoirs locaux. Je pense que ça, c'est une question centrale parce que les communautés ont toujours été résilientes face aux agressions de la nature et elles ont développé des stratégies pour y résister avant que la médecine moderne arrive. Donc, comment faire pour que ces connaissances locaux, on puisse les capitaliser et les faire bénéficier à la science moderne pour prendre en charge certains questionnements. Je pense que ça aussi, c'est un élément essentiel sur lequel il faut qu'on s'arrête un peu et qu'on y réfléchisse. Je pense que pour Serge, il y a des éléments assez importants qui ont été développés. Donc, surtout, il a ressorti les bénéfices vraiment économiques du One Health. Je pense que ça, c'est un élément important. Et il faut les évaluer pour pouvoir porter le plaidoyer. Il faut montrer que ça apporte de la valeur parce que c'est l'argent qui nous motive tous. Ça apporte de la valeur et cette valeur va nous orienter pour porter le plaidoyer, pour amener maintenant les gens à s'orienter vers cette approche qui doit être une approche globale qui intègre plutôt que ce soit des secteurs séparés qui cherchent à travailler ensemble. Je pense que pour Sarah, bon, j'allais avoir une question provocatrice parce qu'elle a porté les jeunes dans ce combat pour le One Health et j'espère que c'est l'avenir, c'est la jeunesse. Et comme nous parlons de durabilité, je pense que le fait de former ces jeunes permet de porter cette durabilité, amener donc la question du One Health et la perpétuer pour les générations futures. C'est un excellent, donc, une excellente approche qu'il va falloir donc perpétuer et faire en sorte de comment donc faire passer cette formation au niveau de nos institutions. C'est aussi un élément important qu'il va falloir donc prendre en compte. Et Nana aussi est revenue sur des éléments très, très essentiels, donc surtout par rapport à la question donc, de la politique, comment aussi amener surtout les professionnels à travailler ensemble, parce que toute la question, c'est ça. Les gens sont bien dans leur secteur et maintenant, comment il faut faire que quand moi je viens, je ne viens pas en tant que médecin spécialisé, mais comment je dois profiter de la science de l'autre pour améliorer ce que je fais. Donc, c'est autant de questions qui sont ici et on va, avant de clôturer, je veux juste donner chacun pour me donner 2 mots. Donc, par rapport donc, à son intervention, je vais commencer par Sarah. En 2 mots, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à l'avenir du One Health? Concernant surtout les générations futures. Merci beaucoup. En 2 mots. Je pense que le monde dans lequel nous vivons, donc marqué par des problèmes qui sont de plus en plus complexes, fait que le One Health va de plus en plus s'imposer comme étant l'approche par laquelle nous pouvons nous préparer
mais également répondre aux différents problèmes et aux différents risques auxquels nous sommes confrontés. Et l'un des charmes de cette approche, il y a cet aspect de transdisciplinarité qui fait que tout le monde a sa place. Toute forme de connaissance peut être mise à contribution pour prévenir, mais également pour répondre aux différents problèmes. Non pas seulement les problèmes de santé, les problèmes de, de comportement, les problèmes au niveau de l'environnement. Donc, c'est une approche qui peut nous permettre d'aborder, en tout cas, les différents problèmes avec beaucoup d'aisance. Et pour cela, il faut, comme je l'ai dit, un minimum de compétences. Voilà, Ok. merci. Merci beaucoup, Sarah. Donc, docteur Soukat, moi, je vais vous poser une question provocatrice. Comment, en 2 minutes, faire en sorte que l'argent que vous donnez puisse arriver aux communautés qui ont le plus besoin de cet argent? Quels sont les mécanismes que vous mettez pour être sûr que l'argent arrive aux communautés? Alors, il y a plusieurs types de mécanismes, mais je dirais qu'aujourd'hui, le premier mécanisme, c'est les mécanismes de philo-sociaux et de protection sociale. C'est-à-dire où on peut transmettre de l'argent directement aux familles. Et ça existe aujourd'hui dans la plupart des pays. Et ça est extrêmement puissant et ça a été un des grands éléments de réponse à la crise Covid. Et donc, il faut se rapprocher des systèmes qui existent avec les registres nationaux qui incluent des vulnérabilités, c'est ce qu'on appelle la protection sociale adaptative, se rapprocher de ces systèmes, de se rapprocher des systèmes de digitalisation des paiements qui sont associés à cela, et de introduire la question climatique dans ces systèmes. Et donc aujourd'hui, nous avons les systèmes pour transmettre des financements aux communautés. Il y a d'autres systèmes également. Ça peut être des fonds multisectoriels au niveau décentralisé. Ça existe dans de nombreux pays. Mais il faut pouvoir créer et amplifier les mécanismes qui existent et introduire dans ces mécanismes la question climatique et la question une seule santé. Merci beaucoup. Unfortunately, the translation is not available. I will try with my broken English to to make myself understandable. So, Nana, for me, what are the strategies we can make to bring people to work together in the question of One Health? In 2 minutes, please. Okay, so it's about leadership, trying to identify that body that will bring everybody together. If I should use my perspective, I come from the National Disaster Management Organization. I mean, we are mandated by law to do coordination. So using that as a background, we are able to bring a lot of institutions together. So depending on what persists in the country, you should identify that body that will be able to rally people around. Okay. Yeah, and then of course, a policy that will give a backing to that institution to be able to do that. Thank you very much. Okay, thanks. Mr. Serge, bon, je vais... Pour vous, vous avez parlé tantôt de la question de multisecrétaire, les bénéfices économiques liés. Si je dois vous demander en quelques minutes de me convaincre que le One Health apporte un bénéfice économique, quels sont les éléments essentiels que vous allez mettre sur la table pour me convaincre que le One Health apporte un réel bénéfice économique? Premier élément, à travers une évaluation coût-efficacité, le cas, c'est des exemples concrets, le cas du Kenya où on a montré que pour $1 investi, il y a cet indicateur d'ELISE, qui montre combien, je peux dire, votre qualité de vie est préservée. Et l'homme étant le capital. Donc, si
pour une maladie X, à travers une intervention, une santé, vous démontrez qu'il y a eu une morbidité, mortalité faible, donc vous avez préservé un certain nombre de vies et que cette tranche de la population représente la force de travail, c'est le genre d'argument que le politique comprend. Deuxième exemple, coût-bénéfice. Il ne s'agit pas seulement de montrer qu'un franc CFA a généré 5 000 francs, mais comment ces 5 000 francs ont préservé une chaîne de valeur. Et troisième, n'hésitez pas à organiser des séminaires même avec les parlementaires, les sénateurs, parce que dans les conférences budgétaires, ils ont aussi leur mot à dire. Merci. OK, merci beaucoup. Je pense que malheureusement, le temps nous est compté. Oui, Rafik, sorry, I forget that we have someone online. I want to come back with one of the elements you point out earlier, the local knowledge, how we can use it to improve the One Health in local communities. See, actually, there are two communities, like rural communities and urban communities. Am I audible? We have some connection issue. Yeah. Hello? Yeah. Yeah, okay. So we actually have two communities. One is the rural communities and the other one is the urban community. When you see, the rural communities are actually they have that indigenous knowledge, and they are well blended with the animal health, environmental health, but not in the proper concept that they are supposed to go into. Whereas the urban communities, they have the concept, but this is not in practice. So what, in my opinion, is these knowledges should be inculcated right from their primary education. So once this is inculcated into the curriculum, then the children starts learning them, and over a period of time, this can be embedded into a regular lifestyle. This is the community perspective. On the other hand, community alone cannot bring this change. The government bodies must be blended, and a common body needs to be formed to ensure that this is being practiced. And everyone should follow one motto, that is, it is better to prevent rather than doing an action after the problem arises. So now it's let us act upon our discussions that we have been doing for several years now. So that's my take and my note. OK, thanks a lot. On va maintenant aller à la clôture. Donc, on va appeler, comme on a bien commencé avec la First Lady, on va l'appeler au Présidium pour faire la clôture. Merci. Professeur Sanko, c'est bon, je pense qu'on a tous fait le tour. Je pense que tout le monde commence à sentir les estomacs grouiller un petit peu. Donc, je vous rappelle que le déjeuner, c'est au Jardin de l'Océan. Ce n'est pas en face, j'insiste. Parce que si vous allez en face, vous serez déçus. Vous n'êtes pas attendu là, vous êtes attendu au Jardin de l'Océan. Je remercie à nouveau tous nos panélistes vraiment pour les riches contributions. Merci beaucoup pour avoir donné de votre temps pour partager les expériences. Merci également à vous d'avoir bien voulu partager, poser les questions et participer à la discussion. Merci beaucoup à Juan, que l'on voit un petit peu en retrait, mais qui finalement est l'architecte de tout cela. Je vous souhaite un excellent appétit et on reprend ici même à 15 h, s'il vous plaît. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui sont en ligne également.